Mon fils m'a appelé le mois dernier, Marc, l'aîné. Il a la cinquantaine maintenant, ce qui me fait toujours un drôle d'effet quand j'y pense. Il a appelé, et après quelques minutes des banalités d'usage, comment je mangeais, si je dormais bien, il a dit quelque chose qui m'est resté en tête depuis. Il a dit, Papa, je ne sais pas qui je suis en dehors du travail. Et je n'ai rien dit pendant un moment, parce que j'ai reconnu ça. Je l'ai reconnu comme on reconnaît la rue où l'on a grandi, même après 40 ans, sa forme, son poids. J'avais prononcé ces mêmes mots, à ma façon, juste pour moi-même, quand j'avais à peu près son âge. Debout sur le parking d'un chantier, après 12 heures de travail, les clés à la main, sans bouger. Sans rentrer chez moi, sans aller nulle part, juste planté là, sans savoir vers quoi j'avançais. Je suis Eugène, j'ai 84 ans. Et si je pouvais revenir à mes 60 ans, il y a 7 choses que je couperais de ma vie, impitoyablement. Sans me retourner, pas parce qu'on me l'a dit, parce qu'au moment où l'on atteint mon âge, on peut enfin voir toute la carte. Et certaines des routes que j'ai prises, je les ai prises pour rien. La première, je couperais toute relation qui me coûtait plus qu'elle ne rapportait. J'ai gardé autour de moi pendant des décennies des gens qui ne méritaient pas cette place, des gens que je connaissais depuis ma jeunesse, et je suis resté en contact par habitude, par histoire, par une certaine idée que la loyauté signifiait endurer. J'ai confondu familiarité et amitié. Ce n'est pas la même chose. Il y avait un homme que je connaissais depuis mes 20 ans. Je ne dirai pas son nom. Nous avons travaillé dans la même équipe pendant des années. Je l'ai aidé quand il en avait besoin. Je me suis porté garant pour lui une fois, j'y ai mis mon nom, et quand les choses ont mal tourné, il m'a laissé porter le chapeau tout seul. Il n'a pas dit un mot. Il n'a jamais reconnu ce que ça m'avait coûté. Je ne suis pas parti. J'ai juste gardé mes distances et gardé la relation. J'ai gardé les deux, d'une certaine manière. Ce qui veut dire que j'en ai gardé le poids aussi. Arrivé à la soixantaine, j'avais des contacts, plein. Des gens que je saluais d'un signe de tête. Des gens qui me demandaient comment j'allais, sans vraiment vouloir de réponse. Et j'avais peut-être 4 personnes au monde que je pouvais appeler à 2 heures du matin si quelque chose n'allait pas. 4. Après 6 décennies d'existence. Je pensais que c'était simplement comme ça. Je n'ai réalisé que bien plus tard que j'avais investi sur les mauvais comptes pendant des années, que j'avais cotisé pour des relations qui ne produisaient aucun intérêt. Couper les ponts. Les gens qui prennent et disparaissent. Ceux qui ne sont là que quand ça les arrange. Vous n'avez pas besoin d'être cruel. Vous n'avez pas besoin de faire un grand discours. Vous arrêtez simplement d'arroser ce qui ne pousse pas. Deuxième chose. L'argent que j'ai refusé de dépenser quand je le pouvais encore. Lorraine disait souvent, Eugène, pourquoi on économise tout ça? Et je répondais, pour plus tard. On l'utilisera plus tard. Une réponse pratique, une réponse raisonnable. Plus tard est un mensonge qu'on se raconte pendant que les années défilent. J'avais un plan, j'avais des objectifs, des chiffres sur mon compte en banque que je voulais atteindre avant de sentir que je pouvais respirer. Et quand je les ai atteints, mes genoux me parlaient dans une langue qui ne me plaisait pas. Quand je les ai atteints, Lorraine n'était plus là. J'avais ce que j'avais épargné, j'avais un appartement silencieux, et j'avais plus de temps que je ne savais qu'en faire. Je ne dis pas de dépenser de façon irréfléchie. Je ne dis pas de jeter l'argent par les fenêtres. Je dis juste, il y avait ce voyage qu'on repoussait sans cesse. L'Italie, elle avait toujours voulu voir l'Italie. Quelque chose avec la nourriture, la lumière, elle avait vu des photos. Nous n'y sommes jamais allés. Ce voyage est toujours là quelque part, non fait, et il ne se fera jamais. Et c'est un poids que je porte. Dépensez pour vivre des expériences tant que votre corps coopère, tant que la personne avec qui vous voulez les partager est encore à vos côtés. L'argent que vous laisserez derrière vous sera divisé. Les souvenirs que vous vous ferez resteront. La troisième chose que je supprimerai est un peu embarrassante à admettre pour moi. La malbouffe. Je mangeais comme mangeaient les hommes de ma génération, ce qu'il y avait, en quantité, sans trop y penser. On travaillait dur, on mangeait, c'était ça l'équation. Ma mère préparait de gros repas copieux, on finissait nos assiettes, et c'était une forme de respect. À la cinquantaine, je traînais des kilos en trop. À la soixantaine, mon médecin me balançait des chiffres. Tension, sucre, cholestérol,
comme s'il lisait le rapport de panne d'une machine qui avait raté sa révision, ce qui, je suppose, était le cas. Je me souviens de l'année où Lorraine s'est fait opérer et où je me suis retrouvé seul pendant 3 semaines. J'ai mangé comme un homme qui n'avait jamais appris ce qu'était un légume, des plats surgelés, du pain, tout ce qui ne demandait pas de réflexion. Quand elle est rentrée à la maison et qu'elle m'a regardé, elle n'a rien dit. Elle a juste commencé à cuisiner différemment, des portions plus petites, plus de couleurs dans l'assiette. Elle avait lu quelque chose, ou peut-être avait-elle simplement remarqué ce qui m'arrivait. J'y ai résisté au début, parce que les hommes comme moi n'acceptaient pas qu'on leur donne des directives sur la nourriture sans en faire toute une histoire. Mais elle a été patiente. Elle l'a toujours été, à sa manière bien à elle. Le changement a été lent, mais il est venu. Et ce que je vais vous dire, c'est que quand votre corps fonctionne mieux, tout le reste devient plus facile. Les marches sont devenues plus longues. Le sommeil est devenu plus paisible. Les matins ont cessé de ressembler à une négociation. Je n'avais pas compris à quel point je me traînais jusqu'à ce que je perde un peu de ce poids. Couper la mauvaise nourriture. Pas pour les chiffres sur un graphique, mais pour la matinée que vous avez envie de passer. Là, je vais admettre quelque chose qui pourrait paraître ridicule. J'ai conduit une fois pendant 45 minutes jusqu'à un magasin de bricolage parce que je refusais d'accepter que celui près de mon immeuble était assez bien. Je suis rentré avec exactement le même produit. Lorraine m'a regardé la porter. Elle n'a absolument rien dit. Elle m'a juste regardé avec cette expression bien à elle, celle qui voulait dire « J'ai épousé un type d'homme bien particulier ». Je ne sais toujours pas ce que j'essayais de prouver. Peut-être rien. Peut-être juste que j'avais un avis sur les magasins de bricolage. Quatrième chose, et c'est celle que j'ai mis le plus de temps à voir. Je couperai les discours, les explications, les conseils, le fait de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Quand mes enfants sont devenus adultes, j'avais un avis sur tout ce qu'ils faisaient. Dans ma tête, j'avais gagné ce droit. J'avais vécu plus longtemps. J'avais fait les erreurs avant eux. Pourquoi ne voudraient-ils pas savoir ce que j'avais appris? Parce que personne ne te l'a demandé, Eugène. Voilà pourquoi. Ma plus jeune fille, Noémie, elle m'a appelé un jour, contrariée par quelque chose au travail. Une situation avec son patron, quelque chose d'injuste. Elle vidait son sac. Elle avait juste besoin d'en parler. Et j'ai écouté pendant environ 90 secondes avant de commencer à parler. Je lui ai dit ce qu'elle devrait faire. Je lui ai dit ce que j'aurais fait. J'ai décortiqué le tout comme un problème à résoudre. Elle s'est tue. Puis elle a dit « Papa, je ne t'ai pas appelé pour te demander conseil. Je voulais juste parler. » Je n'ai pas compris ça pendant des années. Je pensais que parler, c'était aider. Je pensais que si je pouvais régler le problème, ça revenait au même que d'être là pour elle. Ce n'est pas le cas. La plus grande leçon que j'ai apprise au cours de la dernière décennie, c'est que la plupart des gens ne veulent pas qu'on les répare. Ils veulent être entendus, vraiment entendus, pas analysés, pas évalués, juste accueillis. Je suis devenu plus silencieux passé 70 ans, non pas parce que j'avais moins à dire, mais parce que j'ai enfin commencé à écouter ce que les gens me disaient vraiment. Et ce que j'ai découvert, assis dans ce silence, c'est que les gens revenaient plus souvent. Mes petits-enfants ont commencé à m'appeler. Non pas parce que j'avais de la sagesse à distribuer, mais parce que j'avais arrêté de la distribuer sans qu'on me l'ait demandé. Et soudain, être avec moi n'était plus un test. Coupez les conseils. Faites de la place pour l'écoute. Vous serez étonné de voir ce qui remplit cet espace. Cinquièmement, le fait de rester assis. Jeune retraité, je me suis assis. Ce n'est pas une exagération. Je me suis assis comme s'assoit un homme qui a bien mérité son repos. Le matin dans le fauteuil, l'après-midi dans le même fauteuil, le journal télévisé, parfois juste la fenêtre. Je me disais que le repos était la récompense. Mais le corps ne comprend pas la retraite. Le corps ne comprend que l'utilisation. Et ce que je ne savais pas, ce que personne ne m'avait dit, c'est que quand vous arrêtez de vous en servir, il ne fait pas que patienter. Il commence à décliner. Mon médecin m'a dit, vers 72 ans, que ma masse musculaire avait tellement fondu que les escaliers devenaient un vrai risque. Pas un inconvénient, un risque. Je me souviens d'avoir été assis dans son cabinet en pensant « J'ai travaillé avec mes mains toute ma vie. J'étais un homme qui bougeait. Et maintenant, il me dit que les escaliers sont un risque? »
Ça a été une mauvaise journée. J'ai commencé à marcher. Aussi simple que ça. Pas de plan, pas de programme, juste marcher. Jusqu'au bout de la rue, puis autour du pâté de maison, puis plus loin. Certains matins, je n'avais pas envie d'y aller, et j'y allais quand même, parce que l'alternative était de rester assis, et que j'avais vu où menait le fait de rester assis. Je croise parfois Daniel en bas quand je sors. Généralement, il rentre tout juste d'une garde de nuit, toujours dans sa veste, l'air d'un homme qui n'a pas dormi, mais qui ne l'admettrait pas. On ne se parle pas beaucoup, Daniel et moi. Il m'a demandé une fois où j'allais si tôt. Je lui ai répondu, nulle part, je bouge, c'est tout. Il a hoché la tête, comme si c'était tout à fait logique. À cet âge, le mouvement n'est pas une question de maintien en forme. C'est pour rester dans la partie assez longtemps pour voir ce qui va suivre. Sixième chose, l'obsession de la santé. Alors, ça a l'air de contredire ce que je viens de dire, mais suivez-moi bien. J'ai traversé une période au début de mes 70 ans, après ce problème de santé qui m'a rappelé que je n'étais pas fait d'un autre bois que les autres hommes, où je suis devenu obsédé par les chiffres. La tension, la glycémie, le cholestérol. Je vérifiais mes résultats si souvent que j'ai commencé à les redouter. J'ai commencé à voir chaque repas comme un calcul de risque. Je suis passé d'un homme qui ne pensait jamais à sa santé à un homme qui ne pensait presque plus qu'à ça. Ça ne m'a pas rendu en meilleure santé. Ça m'a rendu anxieux. Et vivre dans l'anxiété, ce n'est pas vivre. Il y a une manière de prendre soin de soi qui est saine, progressive et honnête. Et il y a une manière qui n'est que de la peur déguisée en discipline. J'étais dans la seconde. La question que j'ai fini par me poser n'était pas « mes chiffres sont-ils parfaits ?» La question était « est-ce que je me sentais bien aujourd'hui ? Est-ce que j'ai marché ? Est-ce que j'ai mangé quelque chose de vrai ? Est-ce que j'ai dormi ? Si oui, c'est suffisant. C'est le pacte qu'on passe avec son corps passé un certain âge. Pas la perfection, juste la coopération. Un homme que je connais a passé ses 2 dernières années de bonne santé à tout mesurer et à ne profiter de rien. Il avait eu une belle vie. Seulement, il ne savait pas qu'elle était belle pendant qu'il la vivait. Ne laissez pas le contrôle devenir une cage. Et la septième chose, celle qui m'a pris le plus de temps, celle sur laquelle je travaille encore, pour être honnête, la comparaison. J'ai passé des décennies à comparer ma vie à celle des autres hommes. Pas consciemment, pas toujours, mais l'habitude était là. Regardez qui avait quoi, qui avait eu une promotion, qui avait acheté quelle maison, quelle voiture, le fils de qui allait à quelle école, la fille de qui faisait quoi. Il y a eu une période, la cinquantaine, où j'ai vu un de mes collègues, un homme avec qui j'avais commencé, la même année, le même type de travail, obtenir un poste que je voulais. Je l'ai vu s'attribuer le mérite de choses auxquelles j'avais contribué discrètement, comme je faisais toujours. Et j'ai encaissé. Je n'ai rien dit. J'ai classé ça dans la catégorie « c'est comme ça ». Mais je ne suis pas passé à autre chose. Je l'ai traîné pendant des années. J'y pensais quand je n'avais aucune raison de le faire. Je le ressortais à 3 heures du matin pour le ruminer. Comme un homme qui n'arrête pas de tâter un bleu pour voir s'il est guéri. Ce que je n'avais pas compris, ce qui m'a pris un temps honteusement long à comprendre, c'est que la direction que prenait sa vie n'avait absolument rien à voir avec la mienne. Son parcours n'était pas un jugement sur mon parcours. La distance entre ma position et la sienne ne définissait pas la valeur de ce que j'avais construit. J'ai construit quelque chose de vrai, une famille, des enfants qui savaient que j'étais là, même quand j'étais difficile à joindre. La certitude qu'on pouvait compter sur moi. Une vie qui, quand je la regarde d'ici, à 84 ans, assis près d'une fenêtre dans un appartement 2 pièces que je garde bien rangé parce que c'est ce que je sais faire, une vie qui, d'ici, a une forme, a du poids, a un sens que je ne pouvais pas voir quand j'étais dedans, le nez dans le guidon, en train de comparer. La comparaison vole le présent. Elle s'infiltre dans tout ce que vous avez et vous dit que ce n'est pas suffisant. Et elle ment. Elle a toujours menti. Le bonheur que j'aurais pu avoir à 55 ans, si seulement j'avais été capable de regarder ce qui était vraiment devant moi au lieu de larder la vie de quelqu'un d'autre du coin de l'œil, je ne le récupérerai pas. Je le sais maintenant. Mais je peux arrêter de le faire maintenant. Et j'arrête. La plupart du temps. J'ai vécu assez longtemps pour savoir à quoi ressemble la voix sur un lit de mort. Pas la mienne, celle des autres. Des hommes et des femmes que j'ai vus vieillir, qui dans leurs dernières années
ont fait place à l'honnêteté. Les choses qu'il disait à la fin ne parlaient pas d'argent. Elles ne parlaient pas de statut social. Elles parlaient presque toujours du temps, de la façon dont il l'avait passé, avec qui il l'avait passé, ce qu'ils avaient dit et ce qu'ils avaient retenu. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mes genoux ont un avis très tranché sur la question. Mais j'ai fait une sorte de paix avec le fait de ne pas savoir. Et cette paix, aussi étrange que cela paraisse, fait plus de bien que ne le faisait l'urgence. Ce que je sais, c'est ça. Vous ne pouvez pas ajouter des heures à une journée, mais vous pouvez soustraire ce qui accapare celle que vous avez, les gens qui vous épuisent, l'argent que vous êtes terrifié à l'idée de toucher, la malbouffe qui éteint doucement la lumière, le son de votre propre voix remplissant des pièces qui avaient besoin de silence, le fauteuil qui est devenu un lieu de vie, la peur cachée derrière des chiffres sur une feuille de résultats, l'habitude de regarder de côté pour évaluer votre valeur. Coupez tout ça, pas tout d'un coup, un par un, comme on débarrasse une pièce. Vous n'avez pas besoin de voir tout l'appartement quand vous commencez. Vous devez juste écarter la première chose de votre chemin. Je suis toujours dans cette pièce, toujours là, me déplaçant un peu plus lentement que je ne voudrais, mais là. Et ça compte pour quelque chose. Si vous êtes resté assis avec moi jusqu'au bout, j'en suis heureux. Ces conversations sont de celles que je n'ai pas eues assez souvent quand j'étais plus jeune, et je trouve qu'elles ont plus d'importance aujourd'hui que presque tout le reste. Si quelque chose ici a résonné en vous, gardez-le. Et si vous souhaitez revenir vous asseoir un moment un de ces jours, je serai là.